Et tout de suite sur Sud Radio, on accueille l'invité d'André Berkoff, Pierre-Henri d'Argenson, essayiste, haut fonctionnaire, professeur en questions internationales qui a notamment publié La fin du monde et le dernier Dieu, un nouvel horizon pour l'humanité, c'est publié chez Libert. Bonjour Pierre-Henri d'Argenson. Bonjour André Berkoff. Écoutez, je voudrais d'abord vous dire que j'ai lu, je crois que vous avez publié en Figaro Vox, cette chronique absolument remarquable sur effectivement ce monde d'après, notre monde d'aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire. Et franchement, c'était non seulement frappé au coin du bon sens, mais au coin de l'innovation. Et je voudrais qu'on parle, en prenant le temps d'en parler, de ce que vous dites. D'abord, vous dites des vérités qui sont très bonnes à dire, mais qui ne sont pas passées par tout le monde encore. Ce ne sont pas des vérités d'évidence, mais quand vous parlez... Trois choses. D'abord, vous dites chacun est rentré chez soi au cours de cette crise, et c'est le cas de le dire, rentrer chez soi aussi bien au niveau individuel qu'au niveau national ou régional. Vous dites absence de solidarité internationale, et vous dites ce qui est sorti, évidemment on voit, et on va en parler plus tard, le conflit entre les deux superpuissances, Chine et USA en particulier, et Chine et Occident en général. Alors, Pierre-Henri d'Argenson, effectivement, vous pensez que cette mondialisation dite heureuse, ne s'est pas fracassée, bien sûr, elle est toujours là, mais elle a changé, le paradigme a changé, on est vraiment rentré chez soi, ou en tout cas, cette volonté va durer ou perdurer ? Oui, on est rentré chez soi. Je crois que la mondialisation heureuse, ça fait déjà un petit moment qu'on n'y croit plus, oui. Que ça a cessé d'être un mythe fondateur depuis déjà quelques années. Là, le virus vient simplement nous le montrer. Il vient nous le montrer sous les yeux. Donc on peut plus y échapper. Oui, effectivement, moi c'est une des choses qui m'a absolument frappé. Ce sont notamment tous ces Français qui se sont retrouvés à l'étranger. Je crois qu'il y en a eu 150 000 à peu près, avec un plan du Quai d'Orsay qui a dû être mis en place en urgence, SOS un toit, je crois que ça s'appelait comme ça, pour les rapatrier. Et puis des témoignages sur Internet qu'on a eu très rapidement, certains qui étaient d'ailleurs assez inquiétants, qui parlait de situations difficiles, voire d'attitudes un peu hostiles de la part des gens sur place. Et là, soudainement, on s'est dit, mais au fond, la veille au soir, ces gens-là peut-être dînaient dans un restaurant avec des palmiers, des serveurs locaux certainement payés, voilà, au bord de la plage, et dans un monde de carton-pâte finalement, d'une certaine manière. Voilà. Et du jour au lendemain, on leur a dit, vous étiez bienvenus en tant que touristes, et bien maintenant, rentrez chez vous, un peu comme la cigale et la fourmi, rentrez chez vous. Voilà. Et ça a été, je trouve, quelque chose qui restera, que le tourisme reprendra avec le même enthousiasme à l'issue de cette crise. Mais est-ce que ça implique aussi que des gens qui n'avaient plus aucun sentiment d'appartenance, enfin je veux pas généraliser, mais quand même se disent tiens, on a un chez soi quand même, ah oui c'est vrai, on n'oublie pas ça. Est-ce que au-delà même du tourisme, est-ce qu'il n'y a pas parce que il y a eu, donc vous êtes rentré chez soi et puis confiné chez soi, mais c'est aussi une manière de rentrer chez soi et d'être obligé chez soi. Est-ce que ça à votre avis joué, ou c'est simplement ça restera comme une métaphore? Oui, non, ça a joué, je pense, de manière un peu plus profonde, en particulier sur le mythe du citoyen du monde. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont cru et qui ont cru vivre à un moment dans une époque où finalement le chez-soi c'était la maison, mais ça n'était pas forcément la nation, ça n'était plus forcément la nationalité, ça n'était plus, c'était les deux étaient décorrélés, on était content de rentrer, mais on faisait plus forcément le lien avec un pays pas seulement au sens affectif, mais un pays avec sa logique de puissance, sa place dans la compétition mondiale, et puis finalement se rappelle que quand il y a une crise, la nationalité, enfin le pays en tout cas reste le port d'attache. Voilà, ça reste le port d'attache, et ça n'est pas des mots. Moi, je pense souvent à quand on a des crises d'otages, etc. Nous, on est un pays, la France, quand même, qui a l'ambition, la vocation, et qui n'a jamais failli à sa mission quand il s'agit d'aller chercher des otages, parfois imprudents d'ailleurs, à l'autre bout du monde. Là, je pense qu'on s'en souvient de sa nationalité à ce moment-là, et le coronavirus, pour moi, c'est cet effet-là, finalement, pour tout le monde. Voilà, il y en a quelques-uns qui l'ont ressenti quand ils se sont retrouvés en difficulté. Eh ben, on ressent à un moment donné que la nation n'est pas une attache obsolète.
Oui, et n'est pas surtout une espèce de petite étape pour se ravitailler. On se retrouve après une petite pause, à tout de suite. Avec effectivement Pierre-Henri d'Argenson, et nous parlons, et qui est haut fonctionnaire, qui est essayiste, et nous parlons effectivement de ce sentiment de rentrer chez soi. Oui, mais Pierre-Henri d'Argenson, ne soyons pas angéliques, je sais que vous ne l'êtes pas, parce que moi j'ai vu deux choses quand même. Quand il s'est agi d'aller visiter un McDo, il y avait 4 kilomètres de voitures par choc contre choc, mais surtout, en ce qui concerne l'Europe, absence de solidarité totale, ou presque, chacun pour soi, on l'a bien vu. C'était en Italie, ils nous l'ont assez fait sentir, avec les drapeaux européens qui étaient quasiment brûlés. Et je veux dire, il y a eu quand même, et l'Allemagne, n'en parlons pas, et le reste. Alors, on parle Union européenne, on parle de ceci, on parle de cela, mais en fait, dès qu'il y a une crise, et quelle crise, comme celle du coronavirus, on a l'impression que cette Union européenne, elle aussi, elle n'est pas très heureuse, comme la mondialisation. Alors, je dirais oui et non, parce que c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu une énorme déception sur le rôle joué par l'Union européenne dans cette crise. Après, il y a quelque chose de paradoxal finalement dans les reproches qui ont été faits à l'Union européenne. Je dis pas ça pour défendre à tout prix l'Union, mais dans lui reprocher finalement de ne pas intervenir, alors qu'au fond, la tendance qui précédait, c'était de dire finalement l'Union européenne intervient trop. Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a aussi une forme d'immaturité à dire, je voudrais bien être secouru quand je le demande, et puis quand je veux qu'on me laisse tranquille, voilà. Non, pardon, Pierre-Henri d'Argenson, pardon. Vous mélangez deux domaines qui n'ont rien à voir. Ils n'ont pas à intervenir sur la taille des chaussures ou des asperges, mais le Covid-19, on aurait aimé qu'ils interviennent, pardon. Paradoxe n'est pas là. Ils interviennent sur des normes, vous le savez très bien. Ben oui. Oui, ils interviennent sur des normes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le tout ou rien, et on choisit, et on peut pas toujours choisir, disons, le domaine dans lequel on aimerait être secoué. Il se trouve que les politiques de santé sont pas complètement du domaine de l'UE, mais ça c'est un autre sujet. C'est vrai. Je reconnais, c'est pas pour défendre l'Union européenne, et c'est d'ailleurs pas le propos de ma chronique. Il y a eu effectivement un manque de solidarité. Je dirais plus qu'un manque de solidarité, ça a été un manque de compréhension de la nature de la crise. Je crois qu'elle n'a pas été prise en réalité complètement au sérieux au départ. Elle n'a pas été comprise en fait dans sa gravité. Et il y a eu un vrai temps de retard dans la prise en charge. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en réalité l'Union européenne ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout parce qu'elle est d'abord une union d'États. Et puis que dans un certain nombre de domaines, finalement, c'est un peu le chacun pour soi. Et il était temps aussi qu'on s'en aperçoive. Il y a eu aussi une forme de facilité. Moi, je trouve que la crise est intéressante à ce titre, parce qu'au fond, il y a une forme de confort à se dire que, en cas de problème, il y a une espèce de grand Papa Noël qui s'appelle l'Union européenne ou l'ONU ou je sais quel autre, tous les autres organismes qui viendront à la rescousse. Et la réalité, elle n'est pas là. L'Union européenne, vous venez de le dire, ce sont des normes. C'est d'abord une construction juridique. Si au fond on devait matérialiser l'Union européenne, ce sont des kilomètres et des tonnes de papier qui régissent un certain nombre de domaines. Mais l'Union européenne n'a pas d'armée, l'Union européenne n'a pas de docteurs, l'Union européenne n'a pas d'hôpitaux. L'Union européenne, quand on en arrive vraiment aux choses fondamentales, c'est la géopolitique traditionnelle qui reprend ses droits. Donc là, évidemment, nous l'avons eu en pleine action. Alors, et vous le dites très bien d'ailleurs dans votre chronique, et là, justement, puisqu'elle doit reprendre ses droits à la géopolitique, et vous dites, je reprends votre chronique, et vous dites deux ou trois choses intéressantes. Vous dites, l'Europe doit se concentrer sur son marché intérieur, on doit retrouver un certain nombre de circuits cours de production locale, etc., de protection tarifaire, vous le dites, accord de libre commerce. Je voudrais simplement, cette espèce avant de parler de l'Europe, et ce que vous venez de dire sur, c'est une bonne chose qu'on se soit aperçu que l'Europe n'est pas le grand Papa Noël. Est-ce qu'on ne doit pas aussi s'apercevoir, et comment faire pour la France, que l'État ne doit pas être seulement le grand Papa Noël à qui on demande tout et après on lui reproche tout? Est-ce que c'est pas un peu la même chose, mutadis mutandis, enfin toute comparaison, comparaison n'étant pas raison, mais quand même. Oui. Non, il y a une forme de
il y a dans cette crise une forme de retour à la brutalité du réel. Et la brutalité du réel, elle montre à un moment que on peut pas toujours, c'est comme dans la cour de récréation, on peut pas toujours appeler la maîtresse quand quand on est bousculé par un petit camarade. Bon, il y a un retour aussi de la responsabilité individuelle dans cette question. Mais pour revenir sur la place de l'UE, la place de l'État, la réalité de cette crise, c'est que pour moi, le cœur du sujet, c'est pas le manque de solidarité de l'Union européenne, c'est vraiment son logiciel profond, c'est-à-dire le fait que l'Union a été conçue, historiquement conçue, pour être une machine à, on va dire, à désarmer les frontières fondamentales entre États membres européens, pour essayer d'arriver à une sorte d'union de plus en plus étroite. C'est le projet des pères fondateurs. Ce projet-là aurait très bien marché, j'ai envie de dire, si l'Union européenne était seule au monde. Voilà, s'il n'y avait personne d'autre, sur la planète, il y avait que l'Union européenne, ça marcherait. Le problème dans un monde qui n'a pas que l'Union européenne, qui a les États-Unis, qui a la Chine, qui a la Russie, qui a beaucoup de pays, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc., qui a des pays qui peuvent être nos partenaires, nos adversaires, nos rivaux, voire pour quelques groupes nos ennemis, c'est que dans ce logiciel d'ouverture interne de l'Union, il manque effectivement toute la dimension extérieure et tout l'aspect protection extérieure. Et on peut pas avoir les deux en même temps. Si on démantèle, si le logiciel reste bloqué sur l'idée qu'il faut surtout pas que les nations européennes ressuscitent dans leur forme, on va dire pré-souveraine, pré-traité de Rome, on risque de se priver et en fait de manquer de préparer la guerre d'avant. Voilà, on est encore en 1940 ou en 1914 et on oublie que le véritable enjeu qui nous attend maintenant, c'est de se préparer à affronter des mastodontes comme la Chine, tout simplement. Et là, on est décalé, c'est-à-dire que voilà, quand on noue des accords de libre-échange qui sont extrêmement, qui sont très peu réciprocitaires, comme on en a noué énormément avec un tas de zones, etc. On est en décalage parce que on agit nous en libre-échangiste comme au 19e siècle, alors qu'on a en face des puissances qui agissent en mercantilistes. Voilà, dont le logiciel, c'est vraiment vendre un maximum, importer un minimum. Et puis finir finalement par capter notre épargne, capter nos capitaux, et puis à la fin, on est plus souverain, c'est-à-dire qu'on est dépendant, on n'est plus chez soi, ou plutôt on décide plus chez soi, tout simplement. Et c'est dans ce problème-là, avec ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Eh bien, on va continuer à en parler, c'est passionnant, après les infos et après dans quelques minutes. Merci, à tout de suite. Est-ce que l'épidémie de coronavirus marque la fin de la mondialisation ou le début de la fin? Est-ce que l'Union européenne va aussi s'en relever? Ça fait partie des questions qu'on peut vous poser et auxquelles vous pouvez répondre. 0826 300 300. Vous nous appelez d'ores et déjà dans la mesure où, c'est votre heure qui arrive juste après les informations. Berkoff dans tous ses états en compagnie de son invité et qui attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tes états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, ça va? C'est pas tes affaires. Ah peut-être, mais des affaires, c'est les clients Lidl qui vont en faire. Jusqu'au 6 septembre, il y a 50 millions de produits alimentaires à gagner avec les cartes magiques. 50 millions? Oui, des 30 € d'achat, on reçoit une carte à gratter avec une chance sur 2 de gagner. Et en plus, on peut aussi tenter de gagner des bons d'achat ou une des 1000 entrées au parc Astérix. Partout à 10? Tout à fait. Mais nous, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Carte à gratter dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Vous aussi avec PAP et son coaching IMO, vendez votre logement au bon prix et sans commission. PAP, partenaire de Réponse de Pro, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Chez Leroy Merlin, vous aider à prendre soin de votre maison, c'est notre priorité. Alors quand vous nous dites « J'ai envie de prendre tous mes repas dehors, au soleil, il me manque plus que le barbecue, mais je préfère garder mon budget pour les grillades. » On vous répond « Cet été, faites les deux ». Jusqu'au 30 juin, pendant notre opération Vivons les beaux jours, le barbecue à charbon Corfou est à 59,90 €. Et avec ses roulettes, sortez-le dès qu'il fait beau. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur vos marques préférées. Par exemple, jusqu'au 23 mai chez Leclerc, le lot de 2 bidons d'adoucissant concentré Soupline Grand Air de 50 de lavage chacun, avec 70% en ticket Leclerc, est à 6,64 €, soit 2,55 € le litre.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. Les informations, Christophe Médouget. Bonjour, le tourisme fait face à la pire épreuve de son histoire. Édouard Philippe a dévoilé le plan du gouvernement pour soutenir le secteur, fleuron de l'économie française, a précisé le Premier ministre. Le fonds de solidarité mis en place sera maintenu jusqu'à la fin de l'année et étendu. Les dispositifs de prêt seront renforcés, allègement de cotisations sociales, prolongation des mesures du chômage partiel jusqu'à fin septembre au moins. Quelques-unes des mesures annoncées tout à l'heure pour permettre au secteur de tenir bon en limitant les faillites et les licenciements et préparer à la reprise. Un plan estimé à 18 milliards d'euros, a précisé Édouard Philippe. Concernant la réouverture, la date pour les cafés et restaurants sera fixée le 25 mai. Ce sera possiblement dès le 2 juin pour les départements en vert. Concernant les vacances, les Français pourront partir en France, métropole et outre-mer en juillet et août, a conclu le Premier ministre. Les Français peuvent réserver, mais si l'épidémie reprend et que le pays doit être à nouveau confiné, ils seront remboursés. Sanofi crée la polémique. Le directeur général du groupe déclarait hier que les Américains seraient prioritaires si le laboratoire trouvait un vaccin contre le coronavirus. Inacceptable, a commenté Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Dans la foulée, le président de Sanofi France tente d'éteindre le feu. Si Sanofi trouve un vaccin, il sera accessible à tous, explique Olivier Boguillot. Le chômage en baisse, les chiffres sont tombés ce matin, 7,8% au premier trimestre selon l'INSEE, une baisse de 0,3% en trompe-l'œil, prévient l'Institut. Elle est due au confinement et notamment aux personnes au chômage se déclarant indisponibles, ce qui biaise les données. C'est l'une des autres conséquences du confinement. Les signalements pour violences conjugales ont sensiblement augmenté. Selon la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, le nombre de signalements aux forces de l'ordre a augmenté 36% sur la période. Et puis il y a moins de détenus que de places dans les prisons françaises. Pour éviter la propagation du virus dans les prisons, le gouvernement avait décidé des libérations anticipées. Combinées à la baisse des entrées, près de 12 800 détenus sont sortis depuis le mois de mars. Les syndicats du secteur appellent à maintenir l'équilibre entre le nombre de places et le nombre de personnes incarcérées. Voilà pour l'actualité. Très bon après-midi à vous. Mais à vous aussi, en tout cas, Christophe Médouget. Merci beaucoup. La météo Sud Radio. Rémi André, la France est coupée en deux et en plus c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu l'inverse par rapport aux habitudes. Le soleil c'est pour le nord et les nuages, les orages c'est pour le sud. Alors après une matinée plutôt marquée par la présence de quelques nuages, notamment près de la Manche, de belles éclaircies se développent dans l'après-midi sur la moitié nord. De nord-est reste tout de même assez fraîche. Plus au sud, les nuages orageux arrivent toujours par l'Espagne et la Méditerranée. Des Pyrénées au Massif central, le temps reste très nuageux avec des averses, parfois orageuses, qui se renforcent dans l'après-midi, surtout vers le piémont pyrénéen. Dans la soirée, le ciel deviendra plus menaçant du golfe du Lion aux Alpes, avec là aussi des pluies orageuses. Côté température, 12 à 19 degrés du nord au sud, localement 20 à 22 degrés dans le sud-est et jusqu'à 23 ou 24 degrés sur l'île de Beauté. Eh ben, on va tous y aller si on a de la chance, vu qu'on a le droit de partir en vacances, apparemment. Merci à vous, Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Et maintenant, c'est le temps de la parole des auditeurs du Sud Radio, mais toujours avec Pierre-Henri d'Argenson, avec qui nous décryptons le monde d'après. En fait, ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde d'avant qui existait déjà. Le coronavirus n'est pas une rupture, mais c'est un miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. C'est une feuille de température. Et justement, Monsieur d'Argenson, on était en train de parler du monde, sortons peut-être de l'Europe, et vis-à-vis de ce qui se passe entre, j'allais dire la chimérique, la Chine, l'Amérique et nous, est-ce que beaucoup d'autres des tendances qui étaient déjà là ont apparu de façon encore plus forte et plus nette qu'avant? Oui, le coronavirus, c'est un révélateur. Hein. Je suis pas le seul à le dire.
En tout cas, l'une des grandes leçons, c'est la structuration à venir des relations internationales autour vraiment de la rivalité Chine-États-Unis. Et l'Europe risque de se retrouver au milieu d'ailleurs. C'est l'une des choses que l'on voit. Et d'une certaine façon, on a parlé, et moi le premier, de nouvelle guerre froide. J'ai envie de dire qu'en fait, on a inversé les adversaires. C'est-à-dire que le challenger numéro 1, c'était la Russie soviétique. Et puis qu'aujourd'hui, on a peut-être oublié que quand même pendant 50 ans, 60 ans, c'était la Chine communiste était quand même en bonne position, en bon numéro 2. Et la France devrait s'en souvenir parce que nous avons été en Indochine pratiquement directement confrontés, indirectement en tout cas à la Chine à cette époque. Donc il y a comme vous le dites, il y a des choses qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui arrivent de manière un peu nouvelle. Il y a une différence quand même avec le monde d'avant, c'est que dans la compétition Chine-États-Unis, c'est un peu capitalisme contre capitalisme. On a plus on a deux modèles économiques qui vont s'affronter de façon d'autant plus violente que, ce sont les mêmes armes. Voilà. Parce qu'avec la Russie, c'est vraiment l'économie planifiée, etc., contre la libre entreprise. Là, on passe, je pense, au niveau supérieur. En tout cas, sur le plan économique, on assiste à un affrontement qui est celui des forces maximales de l'économie capitaliste. Donc, effectivement, il faut s'attendre à des étincelles. Mais alors juste un mot, mais corriger, est-ce que ce n'est pas aussi un fait nouveau? Corriger, je dirais, par une espèce de souverainisme continental ou étatique, mais au sens large du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est affrontement entre capitalisme et capitaliste, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, regardez la vigueur assez forte et même presque guerrière entre les États-Unis et la Chine, du point de vue des tarifs douaniers, de l'import-export. On est vraiment en train de s'arracher avec les dents, allez, donnez-moi des milliers de dollars, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'une autre guerre, en fait, une guerre, je dirais, comment on pourrait appeler souverainiste, pas identitaire, mais même, enfin patriotique, je ne sais pas comment on pourrait la nommer, a peut-être non pas remplacé, mais s'est succédé, comme le capitalisme est devenu l'horizon indépassable de l'humanité, comme M. Sartre disait du communisme. Eh bien, est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui se passe? C'est ce souverainisme, ce populisme, comme on dit, enfin et autres. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on assiste, notamment de la part des BRICS, enfin ce qu'on appelle Brésil, Chine, etc., Russie, finalement, sont des pays qui mettent en place un néogaullisme. Ils sont dans l'affirmation d'une. Alors les États-Unis aussi, mais les États-Unis me font un peu penser à l'Europe dans le sens où c'est aussi un pays avec sa culture politique vieillissante au sens que eux aussi sont entrés dans une phase de maturité. Quoi qu'on en dise, il ne faut pas se laisser illusionner par l'actualité qui peut être un peu brûlante, mais les États-Unis sont sortis mentalement de la phase la plus conquérante de leur histoire. Et c'est d'ailleurs ça qui leur pose problème, parce que ils sont défiés en tant que numéro 1 par des gens dont ils avaient finalement la mentalité, en forçant un peu le trait, il y a une quarantaine d'années, et qui sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus brutaux. Voilà. Je pense que le peuple américain est pas plus prêt que le peuple européen à retourner dans cette logique de non, c'est vrai. de puissance et d'affrontement. Il est peut-être plus patriote, mais on va en discuter. Pierre-Henri d'Argenson, restez avec nous. Nous avons les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement beaucoup de questions à nous poser. À vous. 0826 300 300. Philippe nous appelle de Limoges sur Sud Radio. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. J'aurais plein de choses à dire, mais je sais que le temps est compté et que je ne peux pas tout dire, parce que évidemment je vous écoute et j'aurais envie de réagir aussi à ce que vous dites en ce moment. Alors moi je vous appelais initialement pour deux choses. Déjà, parler un peu de géopolitique, je trouve ça génial, parce que à mon sens on n'en parle pas assez. Mais d'abord je voudrais juste réagir ce matin en ouvrant la radio et en écoutant un petit peu les actualités, déjà de voir que la loi Avia est passée, ce qui pour moi est une atteinte aux libertés fondamentales.
Je suis d'accord. Deuxième chose, les vaccins. Je pense qu'il faut se méfier des vaccins. Voilà, vous allez dire encore le complotiste. Mais Sanofi, il me semble, utilise un mécanisme qui est souvent utilisé dans les publicités, c'est-à-dire de la raréfaction de l'offre. On vous dit attention, si vous réagissez pas assez vite, il y en aura plus. Eux, là, bon, c'est un peu plus subtil. C'est de dire que le vaccin sera délivré d'abord aux États-Unis parce qu'ils ont fait de la recherche, ils auraient payé de la recherche, voilà, ils auraient les capacités financières, etc. Et puis là maintenant, comme par hasard, on a un démenti qui vient dire mais non, vous aussi vous allez être servi. Bon, moi attention, ça me paraît un peu gros comme ficelle, hein, le vaccin. Oui, mais je vais vous dire oui, juste un mot là-dessus. C'est même pas une ficelle, hein, c'est une corde, je dirais un corde. Non, mais ça, c'est toute une stratégie de communication. Allez, je vais pas être impoli ou vulgaire, mais c'est-à-dire, ça consistait à dire, effectivement, l'État français a donné des crédits d'impôt, le CICE et compagnie, l'Amérique donne beaucoup d'argent, effectivement, à la recherche, le directeur a lancé un truc en disant, on va donner ça aux États-Unis. Vous savez, c'est le réflexe de Pavlov, la France hurle en disant, comment, et nous, et là, ils viennent de dire, mais non, vous serez tous servis. Oui, mais je pense, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont se laisser avoir, hein. Je suis désolé de le dire. De toute façon, oui, c'est vrai, mais je vais vous dire, comme il n'y aura pas de vaccin avant au moins un an, selon toutes les expertises scientifiques, donc on aura le temps de revoir ça. Même dans un an, il y aura des grandes fortunes qui vont se faire, je pense. Ça, je vais vous dire, ça, malheureusement... Parce que Sanofi disait clairement, hein, il y a des milliards de vaccins, hein, 1 milliard de vaccins, imaginez un petit peu. Alors oui, la deuxième chose, c'était pour votre introduction. Ça me fait penser à quelque chose, un petit peu, alors ces complots qui tournent autour de Trump. C'est vrai qu'il a été quand même bien soigné depuis son investiture. Moi, ça me fait penser un peu à Kennedy. Alors vous allez me dire encore le complot, parce que Kennedy, ça fait tout de suite penser à ça. Hein. On en parle encore, hein, de Kennedy. Moi, j'avais regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le net, qui était une vidéo d'un sénateur qui était très âgé, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui était un très proche de Kennedy. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un quand même qui le côtoyait régulièrement et à haut niveau. Et lui, il incriminait directement le FBI et donc son directeur Hoover, qui a été, tenez-vous bien, directeur du FBI de 1924 jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la... Je l'ai dit. Il a été pratiquement 50 ans directeur du FBI, absolument. Voilà, et puis il y avait des liens avec la CIA, évidemment, parce que la CIA, c'était l'héritage de l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'occupait des assassinats, il faut quand même aussi le savoir. Et ce qui me... Voilà, donc déjà, moi, je trouve qu'il y a un appareil d'État au sein des États-Unis qui est connu quand même depuis pas mal de décennies. Par exemple, Kennedy, il faut savoir, il faut quand même se rappeler que quand il a été invité aux États-Unis, il a hérité je crois, de Nixon, de l'épisode de l'attaque de Cuba. C'est lui qui avait choisi la baie des cochons, d'ailleurs un peu maladroitement, je crois. Absolument, tant mieux. Et il en a voulu à la CIA juste après, hein, justement. Il en a beaucoup voulu à la CIA. Oui, non, mais je vais vous dire, non, mais je comprends, mais la comparaison, en fait, s'arrête là, parce que moi, je n'entre pas, et vous non plus d'ailleurs, dans le complot qui a tué Kennedy ou qui a pu tuer Kennedy. Il y a peut-être eu complot ou pas, on n'en sait rien. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve absolue. Le rapport Warren, de ce point de vue, a disculpé ou pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Trump, encore une fois, quel que soit le jugement qu'on peut avoir sur Trump, là, c'est pas une question d'assassinat. Là, c'est une question que pendant 3 ans et demi, et jusqu'à présent, il y a eu une véritable opération. Une opération montée. Ça, c'est pas du tout un complot au sens, je veux dire, duc de Guise ou assassinat du terme. C'est un usurpateur. Il faut l'enlever de là parce que, et là, je vous rejoins, mais je l'avais dit en première partie, c'est parce que cet état profond, ces administrations ne veulent surtout pas qu'on les dégage, parce qu'elles ont le pouvoir, et c'est pas le moment de se mêler de leurs affaires, qui que ce soit. Trump passe, nous on reste. Oui, ça, puis je pense qu'il y a, vous savez, il y a des biais politiques aussi, hein. Chacun a ses idées politiques. Bien sûr. Et c'est pourtant des administrations qui devraient être complètement indépendantes, un peu comme la justice chez nous, hein. Exactement, voilà, comme vous dites, elle est d'une indépendance absolue, la justice chez nous, comme chacun sait. Il devrait pas y avoir un syndicat de la magistrature, par exemple.
Non, mais de quoi vous parlez? Ça n'existe pas. Nous avons une démocratie exemplaire avec une séparation des pouvoirs que le monde entier nous envie. Enfin, voyons. Merci en tout cas. Merci Philippe. 0826 300 300, direction le Val-de-Marne. On trouve Olivier sur Sud Radio. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et votre invité. Alors, moi, je voulais parler sur deux sujets par rapport à ce que vous expliquez sur Trump. Je suis d'accord avec vous. L'État profond est contre Trump et en France, l'État profond est avec Macron. C'est ce qu'expliquait par exemple votre confrère Eric Zemmour. Maintenant, il faut axer un personnage central qui a ses entrées au département d'État, c'est George Soros. Lorsque Mme Clinton a perdu les élections, Soros a dit, donc il avait perdu $1 milliard dans l'affaire, dans la campagne, il a dit « j'aurai la peau de Trump de quelque manière que ce soit ». Il voulait et il ne tolérait pas que Trump soit élu, etc. Ça, c'est une chose. Il faut savoir que, et je suis d'accord, tout est manigancé par le Parti démocrate qui est soutenu massivement par les organisations de Soros au niveau financier. Il y a un deuxième sujet à savoir, c'est que là, on parle Soros, qu'on dit Obama, Clinton, et on parle d'Hillary Clinton, et Podesta ont comploté en 2011 pour renverser Benoît XVI au niveau du Vatican. Wikileaks, par exemple, a révélé des emails, des échanges. Ils ont placé le Francisco actuellement, le pape François, pour avoir un pape qui soit à la fois gauchiste, communiste, qui ne fasse pas l'apologie de l'Église, mais ils veulent détruire l'Église de l'intérieur, ils veulent l'éradiquer aux États-Unis. C'est un complot qui est existant, qui a eu lieu, et globalement, pourquoi on se pose la question? Parce que lors de la campagne de Trump, le pape François a dit clairement que Trump n'était pas un chrétien et qu'il désapprouvait l'histoire des frontières dans le programme de Trump. Pourquoi aussi le pape François a ramené dans son avion des personnes de confession musulmane et non pas des chrétiens d'Orient? Oui, attendez, là-dessus, moi, je vais vous dire, je vous suivrai pas là-dessus, je dis pas qu'il n'y a pas, je dis simplement que, avant de parler de complot et de dire que c'est Soros qui a installé le pape François, bon, il faut quand même des preuves, et moi, vous savez, je suis pour avoir question à tout comme vous, mais après, il faut quand même attendre qu'il y ait de véritables preuves, ou attendre, en tout cas, les montrer. Mais déjà, ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, sans parler du pape François, du complot contre Benoît XVI et autres, c'est déjà assez grave, parce que une démocratie américaine, on va reparler avec Pierre-Henri d'Argenson, une démocratie comme l'Amérique, qui est une véritable démocratie avec des vrais contre-pouvoirs, et on le voit, quand même, cette tentative de coup d'État, parce que c'est une tentative de coup d'État contre quelqu'un de légalement élu, c'est quand même très préoccupant. On se retrouve après ceci. À tout de suite. Merci. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. André Berkoff vous attend. Il attend vos appels. Il est toujours en compagnie de son invité Pierre-Henri d'Argenson. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous vous attendons, auditeurs de Sud Radio. C'est à vous. Et nous sommes toujours en direct avec l'invité d'André Berkoff, Pierre-Henri d'Argenson. 0826 300 300, direction le Vaucluse, je le disais, où nous retrouvons Marcel sur Sud Radio. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur d'Argenson. Voilà, je voulais vous dire, l'Europe est secouée par le Covid-19. Beaucoup ont l'air de faire semblant d'être surpris. Moi, je pense que le verre était dans le fruit. Parce que l'Union européenne n'est ni un État fédéral, ni une confédération, mais une union de nations. Et on le voit très bien dans la crise actuelle. Et ce que je voudrais vous dire, ça concerne l'euro. Parce que c'est très important dans cette crise. L'euro est une monnaie... Alors, je ne critique pas le fait qu'il y ait l'euro. Hein. Ce que je veux dire, c'est ça a été très mal fait. On a fait l'euro en monnaie quasi fédérale, alors qu'il n'y avait pas l'entité politique en face. Je pense que la monnaie est un instrument au service d'une politique économique et non de l'économie. Et donc, finalement, l'euro a favorisé les grandes banques, les grands établissements financiers, les grandes entreprises, puisqu'on leur éliminait dans l'espace européen les risques de change sur toutes les transactions qu'elles pouvaient faire et tous les prêts que pouvaient faire les sièges sociaux des grandes entreprises à leur filiale européenne. Donc, je veux dire, à partir de là, il ne faut pas s'étonner que l'Europe était un espace économique libéral qui a favorisé toutes les délocalisations. C'est normal, hein ?
Voilà, donc je pense, si vous voulez, qu'il y a eu une erreur dans la construction européenne, de l'Union européenne, parce qu'elle a été faite à l'envers. On a fait une monnaie fédérale avant de faire une entité politique. Et on voit très bien le problème actuel, puisque c'est impossible de mutualiser des dettes, et on comprend très bien que les pays qui ont été vertueux par rapport à d'autres ne le veulent pas. Oui, ne veulent pas. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis toujours très circonspect. Moi je ne suis pas un anti-européen. Ce que je n'accepte pas, si vous voulez, dans toutes les discussions qu'on entend, c'est qu'on nous parle, pour l'Union européenne, on nous parle tout le temps de l'Europe, comme s'il n'y avait qu'une seule forme d'Europe. Vous voyez ? Et là, je trouve qu'il y a un très gros problème, et que les gens, finalement, qui nous ont emmenés dans une sorte de piège, ne le reconnaîtront jamais. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Ben écoutez, merci. Non, mais vous posez le problème. Justement, j'aimerais avoir la réaction de Pierre-Henri d'Argenson par rapport à cet euro et cette impossibilité de mutualisation de la dette. On l'a vu encore avec la Bundesbank et la BCE et la Cour suprême allemande. Oui, qu'en pensez-vous ? On peut les comprendre, les Allemands. On est dans la fable de la cigale et la fourmi. Ce qui est sûr, c'est que le problème de l'euro, c'est que c'est une monnaie addictive pour beaucoup d'économies, dont la France, parce qu'elle permet en fait à des pays comme l'Italie, comme la France, elle a pu le faire aussi pour la Grèce, de s'endetter sur les marchés avec des taux qui sont en réalité ceux de l'Allemagne, ceux du mark en cash. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer de financer notre niveau de dépenses publiques. Et donc, on a une relation, nous, en France, qui est très ambiguë vis-à-vis de l'euro, parce qu'on voit bien que c'est une monnaie qui est surévaluée par rapport à ce que serait un niveau plus conforme à l'état de notre économie. Et en même temps, c'est cette appréciation, cette surévaluation de l'euro, cette solidité relative qui nous permet finalement de financer notre économie. Donc, c'est très difficile. C'est une question, comment dire, c'est très difficile. Le constat a été fait. Hein. Le constat est fait par beaucoup. Hein, que l'euro a aggravé les divergences de structure des économies de la zone, qu'elle crée effectivement de nombreux problèmes et qui ont bien été identifiés, mais c'est une chose de constater, c'en est une autre d'arriver à trouver une solution à ce problème. Mais est-ce que justement, est-ce que ça n'a pas amené certains, est-ce que après le Brexit, est-ce qu'il n'y pas à avoir d'autres, je ne dirais pas un Bruxit, comme disait Gave, de sortir de Bruxelles, enfin d'une implosion de Bruxelles, mais franchement l'euro, on voit très très bien aujourd'hui, justement Marcel en parlait, c'est-à-dire la mutualisation de la dette, personne n'en veut et pour cause, vous l'avez dit vous-même, mais l'euro alors, est-ce qu'on pourra continuer comme ça à fabriquer de la dette indéfiniment, ou à un moment donné les terrifiants pépins de la réalité ne vont pas nous rejoindre? Mais ce sont fabriquer de la dette, j'allais dire les principaux opposants à ça, ce sont les Allemands, parce que ce qu'on voit venir, fabriquer de la dette, en fait, c'est faire tourner la planche à billets de l'euro, et donc à un moment donné, avec une masse monétaire qui augmente, on se dirige droit vers l'inflation, qui est la bête noire, la bête noire de l'Allemagne. Derrière, en filigrane, on voit bien qu'il y a la question de l'Union européenne, de son éclatement, de son maintien, du Frexit, etc., de tes questions. Je pense que là où je réagis à ce qu'a dit tout à l'heure l'auditeur Philippe, qui disait on ne parle pas assez de géopolitique. Il a tout à fait raison, dans le sens où la réflexion telle qu'on la mène actuellement en France, de manière générale, sur ces sujets, c'est une réflexion de commentateur. C'est-à-dire qu'on regarde les choses de l'extérieur en se posant des questions. On oublie qu'à un moment donné, la question c'est pas de savoir est-ce qu'on veut rentrer, est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne, c'est au fond quel est notre objectif là-dedans, et avec quel levier est-ce qu'on fait évoluer des structures comme l'Union européenne dans un sens qui nous soit plus favorable. Et là, on en revient à des fondamentaux de la politique de puissance et de la politique des alliances, et notamment le fait d'être capable, d'une certaine manière, de bluffer et d'être capable de faire pression en disant nous pourrions sortir. D'ailleurs, l'Allemagne, au moment de la crise de la zone euro, l'avait fait. Pour qui dissèque un petit peu la presse, il y avait des plans de sortie de l'euro qui avaient été établis. Ça n'est pas pour rien. L'Allemagne avait mis sur la table
potentiellement, et c'était volontaire, l'idée que peut-être elle serait tout à fait prête à quitter l'euro. Celui qui est prêt à quitter la table, c'est celui qui emporte la mise à la fin. Et c'est là où on parle d'un problème de ça s'appelle la culture négociation. Ouais. Voilà, la négociation. Et donc dans la négociation, c'est aussi une partie de poker. Mais pour la jouer, il faut savoir ce qu'on a comme atout, et il faut parfaitement connaître ceux de nos partenaires. Moi, je suis pas sûr personnellement que la France ait intérêt à quitter l'Union européenne. Je crois que cette réflexion, c'est important de la mener, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, ça ne doit pas être une question taboue, mais avant de dire oui, il faut sortir de l'Union européenne, mesurons plutôt quels sont nos absolument. Mais avant ça, Pierre-Henri d'Argenson. Mais avant cela, parce que de dire oui ou non, avant cela, comme vous dites, il faut des joueurs. Ça veut dire avant de dire on ne doit pas, vous comprenez, là par exemple, si vous étiez un homme politique et vous dites je crois pas que c'est bon de sortir de l'Union européenne, vous serez un mauvais joueur. Parce qu'on dira ça y est, il a abattu ses cartes. Donc on sait qu'il veut pas sortir. C'est tout à fait, mais ce que vous venez de dire, il démontre exactement ce que j'essaie de montrer. C'est-à-dire qu'un homme politique qui arrive en disant je veux sortir de l'Union européenne, et ben quelque part il a déjà perdu. Voilà, il faut pas le dire, il faut pas prendre effectivement il faut pas l'aborder de cette façon-là. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que il y a quand même, il faut pas oublier rapidement sur l'Union européenne, il faut pas tout réduire les relations internationales à des affaires d'intérêt, d'économie et d'échange, etc. Il y a une dimension civilisationnelle dans l'Europe qu'il ne faut pas méconnaître, et il y a des liens historiques. Il y a la relation avec l'Allemagne, la relation avec nos voisins, l'Ouest, l'Occident. Toutes ces notions-là ne doivent pas disparaître avec les considérations économiques. Nous sommes d'accord, mais ça c'est pas seulement l'Europe, ça c'est l'Amérique. Il faut inclure l'Amérique dans l'Occident, sinon ça marchera pas. Hein. Vous savez, je vais vous dire, la civilisationnelle, enfin on pourra en discuter pendant des heures, mais le problème aujourd'hui, c'est que cette dimension civilisationnelle n'est absolument pas ni enseignée, ni imprimée chez les jeunes et partout. Je connais beaucoup de gens qui sont beaucoup à San Francisco qu'à Düsseldorf. Et c'est clair. Donc cette dimension civilisationnelle de l'Europe, je crois pas qu'elle est implantée, même avec Erasmus et avec tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on est encore loin du compte, pas par la faute des gens, par le fait qu'on ne l'a pas du tout enseigné, du tout. On va prendre un auditeur, on revient là-dessus. À vous, Jean-Marie. Une auditrice, 0826 300 300, on part à Mimizan, c'est dans les Landes, et on retrouve Marie sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Donc, écoutez, ce que je vois, Europe ou pas Europe, nous nous affaiblissons économiquement. Vous le savez, on est entre le marteau et l'enclume. Nous nous affaiblissons. L'euro, c'est l'Allemagne. La France, l'Italie et l'Espagne, les pays du Sud ne sont pas à la hauteur de ce que vaut l'euro, donc on ne va pas sortir bien sûr, mais nous allons avoir des problèmes à moyen terme pour soutenir, disons, ce que nous soutenons, c'est-à-dire le chômage, la solidarité. Là, vous voyez, on a fait le chômage partiel, mais bientôt nous pourrons plus le faire. Donc j'ai l'impression que la France s'appauvrit, et quand un pays s'appauvrit, eh bien, vous parlez de civilisation, à ce moment-là, autre chose prend le dessus, une autre civilisation s'installe. C'est la grande crainte que j'ai, moi, personnellement, pour la France, parce que à ce moment-là, nous ne serons plus en mesure de faire entendre notre voix. Et là-dessus, on sait très bien que les pays puissants, comme la Chine et comme les États-Unis, ne nous feront pas de cadeaux. Tout ce qu'ils veulent, c'est effectivement mettre leur mainmise, la Chine, soit en Italie, soit par la route de la soie, etc., etc. Bien sûr, tout ça, ce sont des mots, mais au fond, nous avons de plus en plus une dette de plus en plus importante que nous ne pouvons soutenir, et comme la Grèce, il faudra en payer le prix. Et quand vous dites une civilisation, Marie, quand vous dites une civilisation peut remplacer une autre, vous pensez à quoi en fait? Je pense à une civilisation qui est en train de s'installer. Plus ils seront nombreux et personne ne peut ne rien faire parce que c'est la démocratie, nous aurons une civilisation peut-être ottomane, peut-être arabe sûrement, dans 10 ans, dans 20 ans, qui prendra le pouvoir, et nous devrons la subir parce que c'est une démocratie et que vous ne pourrez pas
les élections se feront, et s'ils sont nombreux, si c'est eux qui commandent, eh bien vous subirez le poids de cette civilisation, que ça vous plaise ou pas. Donc pour vous, effectivement... Et ce n'est pas méchant, c'est simplement la loi du plus grand nombre, c'est tout. C'est la loi du plus grand nombre, elle est là, elle n'est pas à la naissance, elle est installée en France parce que c'est là où on est le plus nombreux, on ne veut rien voir, on veut fermer les yeux. Moi ça m'est égal, hein, je m'en fiche, on aura de toutes les façons un régime beaucoup plus dictatorial et très probablement dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, ça sera plus du tout pareil. On n'aura pas ce système de solidarité qui existe à l'heure actuelle parce que, probablement, si vous prévoyez, le pouvoir politique ne pourra plus la soutenir et financièrement, ce sera impossible. Ouais, mais vous y résignez, vous, Marie ? Ça vous y résignez à ça? Moi, il y a longtemps que je le pense, ça fait des années que je le vois, ça fait des années que je le pense, parce que chacun a sa façon de penser et de gérer les choses. Je vois très bien que dans ces pays-là, eh bien c'est, comment dirais-je... Non mais la question que je vous ai posée, oui. Est-ce que vous y résignez? Oui. D'accord. Non, moi je ne m'y... C'est-à-dire, j'ai 73 ans et je me sens... Oui. Et je vois bien ce qui va se passer. Je ne subirai pas. J'ai pas l'impression que je vais subir ça parce que, bon, je me dis, dans 10 ans, 83, etc. J'ai pas l'impression, je ne travaille pas sur le secteur. J'ai travaillé dans le secteur. J'ai travaillé à Paris. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. J'ai vu ce qui se passait. J'ai rien contre. Mais je l'ai vu. J'ai senti... J'ai travaillé avec ces personnes-là. Je n'avais aucune haine, je ne savais pas. Je sais très bien comment ça fonctionne. Je ne vais pas y revenir. Donc je sais très bien que à ce moment-là, c'est autre chose qui s'installe. C'est comme ça. C'est l'avenir de la France. Alors évidemment, en ce moment, le gouvernement fait tout pour se faire élire. On comprend très bien. On soutient. Mais honnêtement, nous n'en avons pas les moyens. On n'en a pas les moyens financièrement. Voilà. D'accord. Merci Marie. Non, merci. Mais je voulais éclaircir votre propos et vous l'avez très bien éclairci. Et notre auditeur, Jean-Marie. Oui, dans quelques instants, on donnera la parole à Sébastien qui nous appelle d'Étampes au 0826 300 300. Il vous reste à peu près un quart d'heure pour prendre la parole dans l'émission d'André Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en compagnie de son invité Pierre-Henri d'Argenson. À tout de suite. Dans tous nos états, bien sûr. Nous sommes toujours avec Pierre-Henri d'Argenson et avec vous, auditeurs de Sud Radio. À vous la parole. Sébastien nous appelle d'Étampes au 0826 300 300. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais. Donc déjà, je voudrais demander à M. Berkoff de se présenter aux élections présidentielles. Vous avez immédiatement ma voix et je me demande si vous ne pourrez pas gagner. Parce que l'idéologie qu'on entend tous les entre midi et 14h, je pense qu'elle représente à peu près 75-80% de ce que nous qu'on pense. C'est-à-dire que ça va tellement mal qu'on est dans tous nos états. Voilà ce que je voulais dire. Ah bah, j'ai une citation pour vous qui va vous faire plaisir. Oui. J'ai vu ça a tout de suite parlé, ça m'a fait penser à vous. Ce n'est pas un bon signe d'état mental d'être bien adapté dans un monde malade. C'est ce que j'ai mis en préface sur mon Facebook parce que ça représente exactement dans l'état dans lequel je suis. Bon, parlons d'Europe. Donc moi, je suis producteur routier. C'est, comment je vais dire ça, c'est une honte en fait. L'Union européenne est une honte parce qu'elle a permis quoi? La concurrence déloyale, le dumping social, l'évasion fiscale. Et concrètement, moi je le vois en face, je vois des pauvres gars dans des camionnettes 3 tonnes 5 dans des couchettes. Ils sont dans l'esclavagisme moderne. Ça a permis les délocalisations des milliers, bon, peut-être pas des milliers, mais des centaines de boutiques. Elles sont parties où? Elles sont parties en Roumanie, en Bulgarie, et puis en Pologne aussi. Et puis on nous renvoie tout le matériel avec des camions qui polluent. Et surtout, elles ne nous protègent rien. Parce que je trouve que de parler de confrontation entre blocs, c'est-à-dire oui, l'Europe, faut qu'on soit plus fort face à tel pays ou tel continent, je trouve que c'est toujours anxiogène. Pourquoi faut toujours qu'on soit dans un état de conflit? Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire là, actuellement, c'est que la France, ça tape du poing sur la table, mais comptez pas sur Macron, parce que Macron, c'est un euro-gaga. Il faut qu'on mette des gens au pouvoir comme... Moi, j'aime bien la petite Marion, même si elle est jeune, mais Asselineau,
Asselineau ou Marine, ou trouver une solution pour qu'on refonde l'Europe. Et pour refonder l'Europe, il faut dire stop à l'Allemagne et son idéologie parce que c'est elle qui commande tout. Et quand l'Allemagne dit nein, eh ben l'Europe s'arrête. La France a perdu sa voix. Et donc je pense que franchement, il va falloir qu'on fasse un Frexit. Et il faut surtout pas compter sur les Républicains, le Parti Socialiste ou En Marche pour que ça change. Parce que ça ne changera jamais. Leur disquette, elle est imprégnée dans leur cerveau et vous pouvez pas changer d'idéologie. Ce qu'il faut, c'est mettre d'autres personnages au gouvernement. Et je vais vous dire, de toute façon, les Chinois sont pas nos ennemis, les Américains sont pas nos ennemis. Nos ennemis, ils sont de l'intérieur. Ce sont nos ennemis intérieurs. Ce sont ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans. Ce sont à eux qu'il faut faire la guerre. C'est pas aux Chinois, c'est pas aux Américains, c'est pas aux Indiens. Car c'est à cause d'eux que les Chinois, les Indiens nous font subir ce que nous subissons aujourd'hui avec le commerce international. En tout cas, ça a le mérite d'être très clair et vous en parlez effectivement très clairement et vous le voyez, vous, en tant que routier. Vous êtes chauffeur routier, c'est ça? Ouais, moi je suis conducteur routier en citerne alimentaire. Je fais toute la France, une partie de l'Europe. Mais franchement, j'ai honte, monsieur Berkov, j'ai honte de ce que je vois sur les routes. J'ai honte de voir ces bonhommes là qui viennent d'Ukraine, où il y a même des Philippins maintenant qui restent 3 mois dans des camions. C'est des Philippins. Ils viennent travailler pour des boîtes hongroises. Dont le siège social est parti en Lituanie parce que c'est moins cher là-bas. Non mais c'est un scandale et il y a personne qui fait rien et tout le monde. Il y en a marre. C'est une honte et c'est pour ça que je dis stop. Soit on fait un Frexit, ou soit on suspend toutes les directives européennes qui sont comme la directive travail détaché. Comment on peut penser, comment on peut réfléchir et se dire bon bah je fais venir un gars, sauf que le gars je le paye pas tout à fait comme un Français, mais surtout je les charge, je les envoie dans leur... Mais elle sort d'où leur idéologie? Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Vous comprenez, vous? Ouais. Moi, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, merci de votre témoignage, Pierre-Henri d'Argenson. C'est vrai que, regardez ça, c'est une autre table. C'est la table, effectivement. Voilà, il met l'assiette, la fourchette, le couvert. Et c'est vrai que c'est cette Europe-là, on n'en parle pas beaucoup, hein. On la traite pas, cette Europe-là. Cette Europe qui se voit au niveau des autoroutes, au niveau des routes et ailleurs. Avec ces Philippins travaillant pour des Ukrainiens au siège social en Lituanie. On fait quoi avec ça, Pierre? Oui, là, je vous dirais que les nationalités que vous me citez sont pas européennes et que ceci aurait probablement lieu avec ou sans l'Europe, malheureusement. La vraie question qui est derrière, c'est qu'on entend beaucoup en ce moment parler, pas seulement d'ailleurs, de l'idée de souveraineté, et vous l'avez dit tout à l'heure, de dire qu'il faut retrouver une certaine souveraineté économique, tout ce qu'on veut. Bon, le problème de ça, c'est que ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que là, on parle de stratégie à 10 ans, à 15 ans, et exactement d'ailleurs, même plus, comme l'ont fait les grands pays aujourd'hui sur la scène internationale, dont la Chine. Hein. Il faut bien observer la façon dont eux s'y sont pris, avec une stratégie de très long terme pour partir finalement d'un état économique vers lequel nous on est en train de se rapprocher, par contre, qui était un état de grande pauvreté avec des emplois manufacturiers à très bas coût, un système rural complètement sous-développé, etc. dont ils sont entièrement sortis. Et ils l'ont fait parce pour lequel on va rentrer. Oui. Voilà, ils ont fait parce qu'ils avaient une stratégie de long terme. Et une vision claire de leurs ambitions. C'est profondément ce qui nous manque, c'est-à-dire que on est dans une sorte, moi c'est ce que je regrette d'ailleurs, on parlait de culture stratégique et de manque de géopolitique, et vous parliez des jeunes. Moi ce qui me marque chez les jeunes que je rencontre et à qui je donne des cours aussi d'ailleurs, c'est leur véritable ignorance des enjeux de défense, d'économie, de souveraineté. Ils n'ont vraiment qu'une conscience, mais vraiment très faible de notre place en tant que pays sur la scène internationale, du jeu des acteurs, des enjeux de puissance, des enjeux de choix économiques
sur la scène internationale. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, si on devait commencer par quelque chose en matière de stratégie, c'est réinjecter dès le collège, dès le lycée, une véritable culture de l'enseignement des relations internationales pour qu'on mette un petit peu moins de naïveté et un petit peu plus de réalisme dans l'approche de notre jeunesse. Non, mais je vais vous dire, ce que vous dites là, vous avez non seulement totalement raison, mais ce que vous dites là devrait appliquer dans tous les domaines. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la perte de transmission du savoir. Il faut le dire. Alors, de quel côté est-ce que médias, écoles, etc., parents, on va pas faire, il faudrait faire 2 émissions ou 10 émissions là-dessus. Mais c'est évident qu'il y a un problème de transmission du savoir qui est absolument cassé et qui ne va pas du tout dans ce pays et on le voit tout le temps. C'est pour ça que moi je renvoie toujours effectivement ou à des chroniques ou à des sites où je dis mais la première chose c'est d'apprendre. Si vous voulez résister effectivement à toutes les galéjades des abrutissements, c'est apprendre toujours et toute sa vie bien sûr. Un autre auditeur 0826 300 300 0826 300 300. Pierre nous appelle du Tarn-et-Garonne sur Sud Radio. Bonjour Pierre. Oui, bonjour monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Bonjour. Voilà, moi je suis hors sujet, c'est-à-dire que je voulais poser la question au gouvernement. On nous a parlé en 2018 et en 2019 de la suppression de la taxe d'habitation et au jour d'aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette suppression. Voilà la question que je voulais poser. Oui, alors écoutez, je crois qu'elle n'a pas été supprimée chez vous, la taxe d'habitation ? Ah non, pas du tout. Parce qu'elle a été supprimée dans certains départements et certains cas. Alors je ne sais pas si elle n'a pas été supprimée encore dans toute la France, mais il y a eu quand même, enfin ou alors je vis dans un autre pays, mais il y a eu quand même suppression. Jean-Marie, rassurez-moi, il y a bien eu suppression de la taxe d'habitation. Dans certains départements, mais je suis aussi autant dans le flou que vous, André. Je suis désolé, je ne peux pas vous éclaircir davantage. Non, mais je crois volontiers, en tout cas, ce que nous dit Pierre, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Et promis, Pierre, on a gardé votre numéro, on va vérifier, effectivement, on essaiera de vous apporter une réponse. On va peut-être demander à Pierre-Henri d'Argenson s'il a des lumières un peu plus appuyées là-dessus. Je ne sais pas. Connaissance, elle est en cours pour quasiment, je crois que c'est 80% des foyers fiscaux, parce que c'est en fonction des ressources, et donc elle va rester encore en vigueur pour les plus aisés jusque, je crois que c'est en 2022. Il y aura peut-être un reliquat. Alors là, je pourrais pas vous dire parce que tout n'a pas été, je crois, définitivement décidé sur le sort ultime. C'est ça. Mais en principe, on est en phase de suppression. C'est ça, non, mais c'est ce que c'est ce que je pensais aussi. Et à votre question, je crois vraiment, Pierre, qu'on peut dire que c'est vraiment en voie. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas été encore touché par là, mais c'est en voie, je dirais peut-être pas d'achèvement, mais c'est en voie de progression. La taxe d'habitation, elle est plus là. En tout cas, elle ne sera plus là dans un avenir assez proche. Un autre auditeur ? Alors, très rapidement, André, parce qu'il nous reste 1 minute, Christine nous appelle de l'Essonne au 0826 300 300. Alors voilà, en fait... Bonjour Christine. Bonjour. Voilà, mon père travaillait au fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et donc il disait vraiment les lobbies à Bruxelles, c'est des technocrates en fait qui décident. Et moi, ma question, comment faire pour justement qu'on nous impose pas, par exemple, des traités commerciaux avec les USA, le Mexique, la viande bovine récemment, etc. C'est-à-dire que les décisions ne soient pas prises par des technocrates. Je veux pas être trop péjorative en disant ça, mais avec tous les lobbies qu'il y a à Bruxelles pour favoriser tel ou tel intérêt économique, mais donc on consulte les Européens. Moi, j'aimerais une évolution de l'Europe dans ce sens-là. Qu'en pense votre invité ? Pierre-Henri d'Argenson, très rapidement, un référendum ou pas par rapport aux traités transatlantiques et autres ? Disons, Bruxelles, c'est devenu c'est la première place mondiale du lobbying aujourd'hui. C'est une réalité. Enjeu de bataille dans tous les sens. Certainement
qu'il faut que les grandes décisions commerciales de l'Union européenne fassent l'objet d'une plus grande consultation et possiblement pourquoi pas un référendum. Ça me paraît, le référendum en France, c'est une arme qui me paraît démesurée par rapport à chaque traité. Ce qui est vrai, c'est que on a confié à la Commission européenne le monopole. C'est un choix qui a été fait dans les traités, de confier à la Commission le monopole de la négociation commerciale pour l'Union européenne, pour les traités. À partir de là, effectivement, si on veut changer les règles, eh bien, on en revient à ma réflexion de tout à l'heure. Ça veut dire il faut s'en donner les moyens et être capable de peser à Bruxelles avec les arguments et les efforts qui vont avec. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Henri d'Argenson. Merci à tous. Et je rappelle, Pierre-Henri d'Argenson, que vous êtes notamment l'auteur du livre « La fin du monde et le dernier Dieu, un nouvel horizon pour l'humanité », publié chez Libert. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff. On vous retrouve demain à midi en direct dans tous vos états confinés, encore confinés, il faut le rappeler quand même, sur Sud Radio. Merci à vous tous de nous avoir appelés. Dans quelques instants, la journée continue à l'écoute de Sud Radio, puisque juste après les informations, vous retrouverez Brigitte Lahaye. Bonne journée à vous.